Et soyez les bienvenus avec aujourd'hui Benjamin Glaise qui est avec nous. Bonjour Christine, bonjour à tous. Voilà, c'est un duo improbable aujourd'hui pour l'émission Média. Et on est ravis également d'accueillir Olivier Delacroix. Bonjour Olivier. Bonjour. On vous connaît bien, journaliste. Bonjour. Et ce soir sur France 2, on vous retrouve dans les yeux d'Olivier sous influence. Ces personnes addictes, on va y revenir dans un instant avec vous parce que ça fait aussi écho avec un sujet que l'on aborde beaucoup depuis une quinzaine de jours actuellement à la télévision et dans les émissions d'information. Ces yeux d'Olivier ce soir, cette plongée et ce face-à-face que vous avez avec toutes ces personnes. Vous allez nous raconter comment on arrive finalement à les amener à s'exprimer et à ce qu'ils aient confiance finalement pour raconter des histoires, la leur, souvent on va dire des drames, et c'est pas toujours évident de se dire mais comment on peut arriver à s'exposer comme ça et à raconter son vécu, Olivier. Mais déjà il y a une règle depuis 11 ans que cette émission existe, c'est que les témoignages sont des long parcours, on vit des drames, on vit des épreuves, mais on raconte aussi dans les yeux d'Olivier comment on s'en sort. Et donc il y a une démarche de ces témoins déjà qui est de témoigner avant tout pour les autres, pour leur montrer que on peut être confronté un jour à une terrible épreuve et s'en sortir. Après on pourra parler du courage qu'ils ont. Et de la confiance qu'ils ont en nous. Pour vous, c'est important qu'il y ait cette lumière au bout du tunnel. Mais oui. Parce que, vous savez, j'ai eu beaucoup de personnes souvent qui me disaient « Oh là là, c'est triste, c'est angoissant, c'est ce que tu fais et tout ». Mais en fait, c'était souvent des gens qui ne regardaient pas, qui me parlaient de l'émission, alors que tous ceux qui la regardent voient la lumière au bout du chemin et finalement un programme très lumineux. C'est très humain. Depuis le début, je revendique le fait d'être, de faire des films militants pour l'humain, et celles et ceux qui y participent en tant que témoins et savent que il y a au bout, après la diffusion sur France Télévisions, il y a le net aussi, il y a entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui vont voir leur histoire, donc c'est courageux. Ouais, on va y revenir avec vous, Olivier Delacroix, sur ces face-à-face. Moi, je les appelle ces face-à-face parce que vraiment, vous allez, vous les prenez dans vos yeux, tout simplement, ces personnes, et vous les absorbez et vous donnez de l'espoir. Ça, c'est pour moi très important. Alors, aujourd'hui, il endosse un autre costume, Benjamin Glaise. C'est celui d'avoir regardé et de nous faire un petit zapping du week-end. Il s'en est passé des choses. Oh oui, beaucoup de choses. Bon, on commence. Je vous emmène du côté du Salon de l'Agriculture, bien sûr, qui a ouvert ses portes ce week-end avec une visite marathon, forcément, du président de la République. Emmanuel Macron, visite assez mouvementée, malgré un gros service de sécurité, avec un président rapidement rattrapé par la réforme des retraites, l'urgence climatique, des discussions parfois assez musclées, comme vous avez pu le suivre sur BFM. Accueilli sous les huées de la foule à la mi-journée, une déambulation dans laquelle s'invite la réforme des retraites. 60 ans, la retraite à 60 ans. Un déplacement rythmé par les bains de foule, les photos. Ah, ma Picardie. Voilà. Mais qui s'inscrit dans un contexte de crise multiple. Très remonté, ce militant du collectif Dernière Rénovation interpelle le président sur le changement climatique pendant de longues minutes. Je suis venu là pour vous dire, on n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça. Je suis venu là. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. Alors parfait. Ce jeune Olivier Delacroix qui interpelle le chef de l'État, qui l'interpelle, qui veut vraiment, qui l'invective, tout simplement, on va dire cette discussion directe. Ça vous inspire quoi? Vous vous dites quoi de ce jeune? Ça m'inspire beaucoup. Ça inspire ce qu'est la société aujourd'hui. Ce jeune, il a des revendications, d'accord, quelles qu'elles soient. Je pense qu'il y a une partie dans ces revendications qui est tout à fait justifiée. Le problème, c'est que vous remarquerez dans cet échange, c'est qu'à aucun moment, il ne laisse parler le président. Il monopolise la parole. Donc, finalement, il renvoie une image encore un peu hystérique. Mais ce qu'est notre société aujourd'hui, regardez, ce matin, Pierre Palmade a fait un AVC. Et ça y est, il y a toute une partie de la toile là, de ces caniveaux publics que sont Twitter, qui crient au complot. Vous voyez, on voudrait voir Pierre Palmade, la réussite, un mec qui avait de l'argent, qui était dans la lumière.
Là, beaucoup se régalent de le voir tomber, mais on veut encore lui écrabouiller la gueule. Pour moi, cette société hystérique, j'essaie de m'en protéger. Mais réellement, je suis journaliste aujourd'hui. J'ai appris à l'école de l'Institut pratique de journalisme que mon métier était de ramener l'information au plus juste, vous voyez, et de la redistribuer. Et je trouve que voilà, cette société s'hystérise de plus en plus, que ça soit au niveau de certains confrères qui biaisent aussi les choses. Vous voyez, vous donnez des interviews et puis après ils vous sortent des sous-titres ou des titres tapageurs. Ils sortent des phrases de leur contexte. Je vous avoue, ça me fatigue un peu. Et ça vous inquiète, on l'entend aussi, mais c'est une vraie question aujourd'hui de comment traiter une information. On en parlait tout à l'heure aussi avec nos débatteurs. Benjamin. On parlait de ce collectif, donc dernière rénovation, qui a également fait parler de lui lors de la cérémonie des Césars. C'était samedi soir, une militante qui en effet réussit à monter sur scène, provoquant l'interruption temporaire de la retransmission sur Canal de cette grande soirée du cinéma français. Une soirée durant laquelle le comédien Jérôme Commandeur n'a pas été très tendre avec la ministre de la Culture présente dans la salle. J'ai fait une boulette, une toute petite boulette, et une dame toute mignonne. Et puis moi, gentil, je lui dis « Ah, c'est votre première fois au César ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Vous êtes de la famille d'un dénommé, ça doit faire quelque chose. » Là, elle me coupe, elle me dit « Non, Jérôme, je suis la ministre de la Culture. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Roselyne, t'as tout lissé ?» Elle me dit « Non, je suis celle d'après, je suis après, moi. » Je dis « Alors en même temps, sans vous faire offense, madame la ministre, vous avez une notoriété en devenir, voilà. Non, mais vous n'êtes pas emmerdé quand vous faites vos courses, quoi. On n'est pas prêt de vous voir chanter à la mi-temps du Super Bowl. C'est ça que je veux dire. On va rappeler le nom de la ministre, quand même, Rima Abdul-Malak. Ça vous fait sourire, très clairement, cette séquence. Oui, il nous reste des voix comme celle de ces artistes, de ces comiques. Je suis allé voir Jérémy Ferrari parce que j'ai tourné avec lui dans le cadre d'un film sur les transclasses et j'ai vu le spectacle de Jérémy Ferrari et je me disais d'abord combien il était talentueux, ce garçon, combien il était drôle et combien il restait des voix comme ça où on peut se marrer tout en soulevant des problèmes et en critiquant les choses, mais que c'est difficile à faire. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile à faire. On s'imagine pas à quel point. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que vous dites, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Je trouve qu'il y a. On a parlé d'obscurantisme au moment de Daesh et tout ça. Là, quand on voyait nos jeunes partir, nos jeunes des quartiers populaires ou d'autres, puisqu'il y a des fils de docteurs, d'avocats qui sont partis. Mais l'obscurantisme, il nous guette à tous les niveaux aujourd'hui, en fait, parce que il y a des, vous voyez, des coluches aujourd'hui. Les guignols de l'info ne pourraient plus exister. Et oui, moi ça me fait peur parce que ça me fait peur pour mes enfants. Je me dis mais dans quelle société ils vont vivre avec ces voilà. On m'a posé la question si j'étais féministe. Oui, je suis féministe, mais j'ai osé dire que les chapelles hystériques et extrémistes qui mettaient tous les hommes dans le même sac et je pouvais pas adhérer à ce sujet-là. Bah vous voyez en fait. Est sorti dans la presse, Olivier Delacroix, je ne suis pas féministe. Bon, bien évidemment, qui peut douter de mon combat pour les femmes aujourd'hui? La difficulté de la nuance aujourd'hui dans le débat. Vous me dites si je suis trop long. Non, c'est surtout passionnant. Et vous êtes passionné, donc c'est pour ça. On continue à dérouler ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Sur l'humour, pour le coup, autre sujet, l'émission 7 à 8 hier soir sur TF1 qui diffusait une enquête sur tous ces Français privés de médecins traitants, une médecine de la pénurie, un accès aux soins qui révèle une France en panne. 6 millions de Français sans médecin traitant et qui parfois se soignent par eux-mêmes. On a en pharmacie. Comment vous faites pour savoir quel est le bon médicament? Je prends la notice. D'autres dépendent de médecins convoyés en avion privé ou de cabines de téléconsultation installées dans leur supermarché. Non, j'arrive pas à lire. Une médecine parfois au rabais et des urgences de plus en plus débordées. Des malades qui patientent des jours entiers. Si ce délai avait été raccourci, je pense que ma mère serait encore là aujourd'hui. Faut pas être malade aujourd'hui.
Ouais, il ne faut pas être malade aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, puisqu'il y a des négociations en ce moment entre les médecins sur le prix de leur consultation et avec l'assurance maladie, et ça ne se passe pas très bien. Ces Français éloignés de la maladie. Il nous reste un petit peu, on a le temps encore pour un dernier extrait. Allez, on y dit oui dans un dernier extrait. Bon allez, on va partir en chanson. Alors samedi, c'était le grand lancement sur TF1 de The Voice avec Big Flo Oli notamment qui arrivait donc dans l'émission, et une arrière-grand-mère d'un candidat, candidat qui a été sélectionné finalement. Voilà, et l'arrière-grand-mère qui a été accueillie sur scène et qui s'est mise à chanter pour le plus grand bonheur du public. J'ai bientôt 92 ans, alors faut m'excuser. Quels étaient les tubes? N'allez pas Julie, vous roulez dans l'herbe, quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe, avec les bergers aux tendres flutio. Les yeux baissés, les genoux serrés. Avec l'original. Ça, c'est l'original. Elle s'appelle Raymonde, et c'est elle qui a transmis finalement sa passion de la chanson, du chant à son arrière-petit-fils, donc qualifié. Maxence, c'est ça aussi justement, cette transmission intergénérationnelle intéressante. Ouais, puis c'est du bon divertissement, je trouve, quoi. Ça rencontre toujours son public. Oui, puis la musique, c'est important. Je peux vous dire, pour en avoir fait longtemps, ça calme, ça adoucit les mœurs un petit peu. Oui, ça donne de la poésie aussi. Voilà, ça vous permet de vraiment à tout niveau, même si c'est pas pour aller sur scène ou pour faire des albums, la musique vraiment fait du bien. Et moi, je gratouille toujours. La musique, le sport, la culture, tout ça. On peut prescrire, faire des prescriptions médicales pour aller mieux. Merci beaucoup, Benjamin, pour Merci à vous. Ouais, c'était bien pour une première avec moi. C'est ça top. vous va? Oui. J'étais content en tout cas avec vous. Un plaisir. Ouais, bah oui. Bravo. Sa première. C'est pas sa première en radio. C'est pas sa première. Mais il remplace Gilles Gansman qui est en vacances. Il va retourner. Qu'on salue d'ailleurs. Et qu'on salue, qu'on embrasse. Dans un instant, on continue cette conversation avec Olivier Delacroix. Dans les yeux d'Olivier, c'est ce soir sur France 2. On y revient avec lui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui Olivier Delacroix pour ce soir sur France 2, dans les yeux d'Olivier. La séquence sous influence, et lundi prochain, ce sera sur les personnes addictes. Alors, ce sont des témoignages que vous recueillez de ces personnalités qui vous racontent alors comment elles deviennent déjà addictes. Alors pourquoi addictes et pourquoi sous influence? Pourquoi ces deux thématiques-là? Qu'est-ce que vous avez voulu... Il y a deux films. Il y a deux films. D'accord, il y en a un sous influence et un c'est addict. Ça. Alors, addict, on est en plein dans l'actualité. Avec l'affaire Palmade, on parle d'addiction. Il faut aller voir ce film pour comprendre comment on devient addict. Alors, on parlait tout à l'heure, je vous coupe, on disait, c'est l'histoire, on parlait de l'affaire Palmade, beaucoup disent, c'est le showbiz, c'est normal, c'est les gens... On s'aperçoit, quand on écoute vos témoignages, que ce monsieur, madame tout le monde, mais bien évidemment, voilà, tout le monde... Encore une fois, vous voyez, on montre du doigt le showbiz, mais non, la prise d'addiction, on le voit dans ce film... c'est une blessure, c'est une hypersensibilité peut-être exacerbée et blessée. Il y a toujours des blessures et des bleus à l'âme pour ces gens qui tombent dans l'addiction, parce que on va chercher dans la codéine, dans la cocaïne, dans l'héroïne ou dans l'alcool. On va chercher un doudou, on va chercher de la douceur, on s'échappe même. Ces drogues ont la vertu de vous faire oublier, de vous déconnecter de votre réalité. C'est comme si vous appuyez sur un bouton et que vous vous retrouviez... Pardon ? Mais ça ne dure qu'un temps. Exactement. Et c'est pour ça qu'on en reprend. Exactement. Donc, voilà, l'addiction, on le voit avec le porno, aussi avec Tanguy, parce qu'on a... Il y a aussi cette addiction qui est très proche de celle de la cocaïne, d'ailleurs. L'addiction au porno est en fait quelque chose qui agit sur le cerveau, une excitation, et souvent d'ailleurs les addicts à la cocaïne passent comme Tanguy, vous le verrez, des heures devant du sexe, du porno devant leur ordinateur. Sous influence, c'est un autre film, ça parle de notre... de la capacité de certaines personnes, hommes et femmes, à pouvoir exercer un pouvoir sur vous, à vous charmer, à vous faire croire tout un tas de choses et vous entraîner sous leur coupe. Je pense qu'on a
toutes et tous un terrain comme ça, un terrain fertile pour ces personnes. Pour réceptionner ces personnes. Oui, parce qu'on traverse par moments même des moments dans la vie où on peut être moins bien, où on peut, et c'est souvent l'occasion que ces prédateurs saisissent. Ça fait aussi écho avec ce qu'on a dit et entendu aussi durant la crise sanitaire, toutes ces souffrances qui sont réapparues ou qui ont apparu pendant la crise sanitaire. Est-ce que vous trouvez que c'est bien pris en compte par la société? Est-ce qu'on a un regard finalement compréhensif sur ces personnes qui soit deviennent addicts, soit tombent sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, en tous les cas qui se laissent finalement accaparer leur propre personnalité? Ben non, bien sûr que non. Vous noterez que l'addiction est quelque chose d'extrêmement tabou encore. On n'ose pas révéler sa faiblesse, on n'ose pas révéler son addiction parce que c'est faire un aveu de faiblesse. Et en plus, la honte de boire de l'alcool ou de prendre de la cocaïne, de l'héroïne ou des médicaments, en fait, parce qu'il y a beaucoup de victimes, on le verra dans ce film ce soir. Il y a une excellente série sur Disney+, qui s'appelle Dopsic, et qui parle des États-Unis et de tous ces médicaments codéinés qui ont tué des centaines de milliers d'Américains. Bien sûr. Ce soir, on parle de ces Français qui souffrent exactement la même chose. Le corps médical dans tout ça, parce qu'en fait, on entend parler de ces personnes. Le corps médical, est-ce qu'elle vous pensez qu'il est on va dire à l'écoute, ou en tout cas, il a les clés et il a les moyens surtout d'aider ces personnes, où elles vont chercher ces ressources ailleurs? Le corps médical, pour avoir rencontré pas mal de médecins spécialisés dans ces addictions, notamment à Marmottan, qui traite bon nombre de personnes qui ont des problèmes d'addiction et qui font un travail, l'hôpital Marmottan à Paris, qui fait un travail tellement respectable et sérieux. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, vous savez que l'hôpital Marmottan, comme les médecins, voilà, il n'y a pas assez de médecins. S'il y a bien des gens qui s'occupent, en tout cas, des personnes qui ont des problèmes d'addiction, oui, ce sont les médecins, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Comment vous arrivez à convaincre toutes ces personnes de raconter leur descente aux enfers, pour toutes quasiment, et leur résurrection aussi? Mais comment est-ce qu'on arrive à gagner leur confiance pour raconter ça devant une caméra? Je crois qu'aujourd'hui, en fait, l'émission a une excellente image. Donc, il y a des gens qui y témoignent et qui n'y témoigneront qu'une seule fois. Ne veulent pas, voilà. Je crois que c'est une confiance dans le travail de mes collaboratrices, enquêtrices, journalistes, mon travail aussi, celui que je fais dans les Jeux d'Olivier, mais aussi sur Europe 1 tous les soirs pour la libre antenne. Je crois qu'il y a une confiance en moi parce que je suis quelqu'un de loyal et je crois que je fais mon travail très sérieusement. Je suis pas dans le pathos, je suis pas dans, vous voyez, dans le putaclic. Je suis dans le réel et dans l'épée, l'essentiel. J'essaie en tout cas. Et en même temps, vous laissez le temps aussi aux gens de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours, on va dire, l'apanage de notre métier. On est régi par la pendule. Vous le savez comme moi, il y a beaucoup d'ego dans ce métier. Donc, je pense qu'il y a bon nombre de journalistes, de présentateurs qui pensent qu'ils sont au cœur de leur programme. Moi, je pense que, en tout cas dans le programme que je produis avec ma boîte, c'est comme ça production avec Fabrice Bonanno, on a créé une boîte et donc on a repris dans les Yeux d'Olivier. Je la coproduis avec France Télévisions. Je laisse, c'est l'histoire, ce sont les gens qui sont au cœur de la préoccupation et de l'intérêt des téléspectateurs, c'est pas moi. Je pense que si je suis encore là au bout de 11 ans et que France Télévisions me fait confiance, c'est que France Télé et Delphine Ernotte comme Stéphane Sidbon on aime cette émission parce que elle relaie la parole d'anonymes et moi je ne suis que un modeste passeur, c'est moi là. J'y arrive pas trop mal, c'est ce qu'on me dit, mais ça reste la parole des gens, et vous avez raison de le souligner, c'est le seul endroit où on a autant de temps pour se raconter, pour témoigner. Et vous allez les voir. Et je vais les voir. Ce qui change aussi pour beaucoup de choses. Qui change ma vie pour beaucoup de choses. Oui, et ce qui change bien évidemment, oui, la nature du témoignage,
car voilà, ils témoignent chez eux, avec leurs repères, entourés des leurs, et ça change radicalement l'ADN du témoignage. C'est-à-dire que vous parliez de confiance, et il y a vraiment une confiance très solide qui s'installe entre nous, et donc cela donne lieu à une qualité d'échange. Et voilà. L'épisode qui sera diffusé ce soir, j'imagine que vous serez en relation avec tous ceux qui ont témoigné. Comment ça se passe après? Est-ce que vous gardez un lien avec toutes ces personnes? Est-ce qu'elles vous Vous voyez, Yann, qui est le jeune homme tétraplégique de la semaine d'avant, a été papa cette nuit d'une petite Rosie, et on échangeait tout à l'heure. Ils ont tous mon numéro de téléphone. Elisabeth m'a appelé hier, Elisabeth de Bordeaux, qui était SDF. Oui, vous savez, on ne peut pas rester indemne quand on passe 2-3 jours avec quelqu'un qui vous offre sa confiance, son hospitalité, et puis vraiment cette confiance. Je leur dis toujours, on est amis maintenant, on est liés à vie. Quand on a partagé un moment comme ça, on n'est plus des inconnus les uns pour les autres. Quand vous avez commencé ce métier, quand vous le faites comme ça aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment l'impression, Olivier Delacroix, d'être à votre place, de faire vraiment ce dont vous aviez rêvé quand vous étiez en école de journalisme? Écoutez, je n'avais jamais prévu de faire, de passer devant la caméra, en fait. Mais je me disais encore ce matin combien je me levais, il faisait beau. Le PSG avait battu Marseille hier soir. Décidément, aujourd'hui tout le monde m'en parle. Il faisait beau. Les miens sont en bonne santé, et en plus j'ai la chance qu'on me fasse cette confiance. Écouter les autres. Vous savez, j'ai des amis qui sont peintres en bâtiment, qui sont éducateurs. Ce que vous voulez dire, c'est que vous voyez plutôt le verre à moitié plein. Il faut le voir. Parce que autrement, vous passez votre vie à regarder ce qui vous manque, et vous ne vous satisfaisez jamais de ce que vous avez. Moi, je vais vous dire, en ce moment, je fais un film sur les blessures transgénérationnelles. Mais à chaque fois que je sors de tournage, j'ai appris, je me suis enrichi, j'ai identifié des choses dans ma propre vie. Je me dis, mais quelle chance j'ai de faire un métier qui me nourrit et où on me paye. Enfin, voilà, en gros, on n'a pas le droit de se plaindre. Comme ça. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Olivier Delacroix, merci infiniment d'être passé ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve ce soir et lundi prochain. Donc, c'est dans Les Yeux d'Olivier à 23h. Ce soir, c'est Sous influence, et Addict, c'est la semaine prochaine. On est bien d'accord? Merci. Oui, c'est ça. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Et nous, dans un instant, vous allez retrouver Jean-Jacques Bourdin. Moi, je vous dis rendez-vous. Non, c'est. Jean-Jacques Bourdin, il est en vacances. Il est en vacances. C'est Frédéric Brindel. Pardon Frédéric, je vous passe le micro et les débats avec lui jusqu'à 12h30. Passez une très belle journée et on se dit à demain.